Merci beaucoup d'être là, effectivement, en fin de journée. Moi, je vais vous parler d'IRM structurel chez l'homme sur cette question des antipsychotiques, donc neurotoxiques ou neuroprotecteurs. Alors, on fait d'abord un petit récap. Alors, j'ai très peu de temps. Je vais simplement vous montrer les études qui ressortent le plus, qui sont les plus significatives, mais en 15 minutes, c'est un petit peu difficile. Donc, on va aller un peu vite. Quelles sont les altérations donc, de la structure cérébrale dans la schizophrénie ? Tout petit peu d'historique, c'est-à-dire qu'avant même que les traitements antipsychotiques existent et soient donnés aux patients, on avait déjà des études de neuroimagerie, donc à l'époque en pneumoencéphalographie, c'est-à-dire on retire tout le LCR des patients, on remplace par un gaz et on prend des radios. Et donc, en 1927, ils avaient déjà démontré que chez les patients schizophrènes, il y avait une augmentation de volume des ventricules cérébraux et donc une diminution de la matière grise cérébrale et de la matière blanche. À l'époque, ils ne pouvaient pas tellement dire quelle était la différence. Donc, avant même qu'il y ait des traitements, on savait que les patients schizophrènes avaient des diminutions en termes de volume cérébral. Ce genre d'études ne nous permettait pas du tout de dire comment évoluent ces anomalies en fonction de l'avancée de la pathologie. Donc on a eu bien plus tard des études longitudinales, et là je vous en présente une qui a fait date, donc une étude longitudinale sur la diminution de matière grise dans la schizophrénie. Donc c'est l'équipe de Nancy Andreasen, qui a étudié donc 542 premiers épisodes psychotiques, dont 50% étaient naïfs de tout traitement au départ. Ils les ont suivis pendant 19 ans. À la fin des 19 ans, ils avaient quand même plus de 65% des sujets qui étaient encore dans l'étude. Et ils les ont comparés à 125 volontaires sains. Et ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que la diminution de matière grise, elle est surtout présente et significative dans les 2 premières années, c'est-à-dire dans le premier intervalle entre lequel ils avaient fait des IRM. Et donc cette diminution par rapport au sujet contrôle, alors il faut savoir qu'on perd tous un peu de matière grise tout au long de la vie, les sujets contrôle aussi. Par contre, les sujets schizophrènes en perdent plus que les sujets contrôle, donc que ce soit de la matière grise, de la matière blanche totale, matière grise et matière blanche frontale, temporale, la matière grise pariétale. Et puis, il y a au contraire des augmentations de densité et de volume de matière grise au niveau du striatum, donc noyau codé et putamen, où là, au contraire, il y a moins de diminution, plus d'augmentation en fait, que chez les sujets contrôle. Alors, une fois qu'on a ce genre d'études, on se pose, ça répond à quelques questions, mais ça en pose beaucoup. Et notamment, quels sont les mécanismes sous-jacents ? On peut tout à fait se dire que c'est l'évolution naturelle de la maladie, puisqu'on sait depuis les années 20, et même avant avec les études post-mortem, que les patients schizophrènes perdent de la matière grise. Est-ce qu'il y a un effet toxique, comme on l'a beaucoup évoqué, donc des rechutes, des symptômes positifs ? Est-ce qu'il y a un effet de disuse atrophie, c'est-à-dire moins on utilise certaines fonctions et donc le cerveau, plus on perd de matière grise. Et donc celle-là, elle peut être liée au handicap, aux symptômes négatifs, à la diminution des stimulations. Est-ce que les mécanismes prédominants là-dedans, c'est le cannabis, l'alcool, puisqu'on sait que chez des sujets non schizophrènes, c'est aussi associé à des pertes de matière grise. Est-ce que c'est lié aux hospitalisations, à la chronicisation des patients qui restent dans les services et qui font pas grand-chose. En tout cas, c'est très associé, la durée d'hospitalisation avec la perte de matière grise. Est-ce que c'est des facteurs génétiques communs à la schizophrénie et à ce vieillissement prématuré, on parlait démentia précox pour la schizophrénie. Et enfin, est-ce que c'est les traitements qu'on leur donne ? Alors, quel est l'impact spécifique des antipsychotiques sur le cerveau ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler donc, que les anomalies cérébrales sont présentes avant même le premier épisode psychotique. C'est toutes ces anomalies au niveau de l'élagage, au niveau de la myélinisation, qui font qu'on a actuellement un modèle neurodéveloppemental de schizophrénie. Mais pour répondre à la question de l'impact des traitements, je vais d'abord vous parler d'une méta-analyse qui comparait, à un temps T, des patients traités par rapport à des patients non traités. Les patients non traités avaient une diminution de 2% du volume cérébral et de 3,8% de la matière grise par rapport à des sujets contrôle appariés au même âge. Les patients traités par antipsychotiques présentaient une diminution de 2,6% du volume cérébral total, de 4,3% de la matière grise, et cette diminution était corrélée avec la dose totale de traitement. Il y avait moins de réduction du noyau codé, donc qui appartient au striatum, et du thalamus que chez les patients non traités. Et il n'y avait pas de différence en matière blanche. Donc ça, c'était une méta-analyse sur 33 études qui montre bien que chez les patients qui reçoivent des antipsychotiques, on a une diminution
plus importante, notamment de la matière grise. Mais dans ce genre d'études, où on regarde à un temps T des patients traités par rapport à des patients non traités, vous doutez bien que les groupes ne sont peut-être pas exactement les mêmes, et notamment là, en termes de durée de la maladie, les patients dans le groupe avec traitement avaient une maladie qui évoluait depuis en moyenne 10 ans, alors que c'était que 3 ans environ pour les patients naïfs de traitement. Donc, deuxième étude, une étude longitudinale, pour voir s'il y a des différences selon la dose d'antipsychotiques. Alors ça, c'est l'Iowa Longitudinal Study, et qui regardait des patients avec leur prise en charge habituelle. On avait 211 patients qui avaient des IRM tous les 3 ans, et en moyenne, chaque patient inclus avait 3 IRM, et puis certains en avaient même 5 parce qu'ils ont été suivis pendant 14 ans. Et là, c'est assez net, il y a un effet dose entre les traitements antipsychotiques et la diminution de volume de matière grise. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si on voit mon petit curseur, mais ça, c'est le groupe avec le moins de traitement, le moins de doses, le groupe intermédiaire et le groupe avec des très fortes doses de traitement. Et on voit que la pente de la courbe, c'est-à-dire la diminution de matière grise, est plus importante dans le groupe qui a reçu des grandes doses de traitement. Mais les patients dans le groupe avec des hautes doses de traitement, donc celui-ci, étaient déjà, avant même le début de l'étude, au début de l'étude, ceux avec le plus petit volume de matière grise. Donc c'était peut-être des patients qui étaient déjà aussi plus sévères dès le départ. Donc ça nous avance moyennement. Autre étude longitudinale, là qui parle, on va voir plutôt un effet neuroprotecteur. En fait, ils ont pris des patients, ils les ont scannés à plusieurs reprises, et en fait, ce qu'ils ont remarqué, là, si vous regardez la courbe bleue, l'évolution de la matière grise, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement une diminution linéaire. On ne gagne pas de la matière grise pendant l'adolescence, l'enfance, l'adolescence, et ensuite on perd de façon linéaire. C'est un processus beaucoup plus complexe, avec de l'élagage, avec tout un tas de mécanismes. Et ce qu'il montrait, c'était que chez les patients schizophrènes, il n'y a pas ces mécanismes-là, il n'y a pas cette augmentation, puis cette diminution, c'est beaucoup plus linéaire. On a un peu la même chose avec la maturation de la matière grise, et pas de grosse différence avec la matière blanche. Et dans cette étude, ce qui est intéressant, outre le décours temporel de l'évolution cérébrale, c'est qu'ils trouvaient que plus les patients prenaient de l'olanzapine, moins ils perdaient de volume de matière grise. Et il y avait même peut-être une légère augmentation. Et petit bonus, c'est que les différences en termes de matière grise cérébrale, elles étaient aussi associées au pronostic et à l'évolution de la maladie. C'est-à-dire, moins on perd de matière grise, mieux on se porte, à peu près. Et enfin, pour aller vraiment dans le vif du sujet, donc ces différences de classe, est-ce qu'il y a un impact différentiel selon la classe d'antipsychotiques ? Alors, vous allez voir qu'on retrouve un petit peu la même chose que chez l'animal. Tout d'abord, une étude comparative entre des antipsychotiques typiques par rapport à des atypiques. Alors, c'était une étude randomisée en traitement habituel, qui ne ressemble pas du tout à l'image qu'on voit ici, ce n'est pas comme ça qu'on traite les patients. Premier épisode psychotique, donc ils avaient pris 22 patients naïfs de traitement, 32 patients sous antipsychotiques typiques, 30 sous atypiques, et ils avaient à peu près 2 mois de traitement en moyenne. Là où moi je tique un peu, c'est que c'est des résultats non corrigés pour les comparaisons multiples. C'est une étude de 2005, donc ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, il montrait bien que chez les patients sous antipsychotiques typiques, il y avait des diminutions de matière grise qui étaient larges, au niveau lobus paracentral, cortex singulaire, au niveau frontal, supérieur moyen, temporal, insula, etc. Et toujours une petite augmentation au niveau du putamen, donc du striatum. Et chez les patients sous antipsychotiques atypiques, il n'y avait pas du tout ces diminutions. Il y avait simplement une petite augmentation au niveau du thalamus. Alors, l'étude qui répond quand même déjà beaucoup plus à la question, c'est tout simplement de faire des études randomisées. Et ça, c'est Lieberman et son équipe qui a fait une étude longitudinale sur 2 ans, randomisée en double aveugle sur des premiers épisodes psychotiques. Ils ont inclus 161 patients qui ont eu au moins 2 IRM sur la durée de suivi de l'étude. Et il y avait 2 bras, donc randomisés, soit de l'olanzapine, soit de l'allopéridol. Et vous voyez, à des doses qu'on prescrit habituellement. À noter qu'il y avait quand même la possibilité de coprescription avec des benzodiazépines, des traitements anticholinergiques pour les correcteurs et des bêta-bloquants. Dans cette étude randomisée, c'est assez clair, le bras sous allopéridol montrait une diminution de matière grise en 2 ans avec une augmentation du volume du striatum. Dans le bras olanzapine, il n'y avait pas de diminution de matière grise par rapport au sujet contrôle. Et dans les analyses post-hoc, ils retrouvaient également que les changements de matière grise, donc cette diminution de matière grise, étaient bien associés à la sévérité des symptômes.
Donc là, c'était assez clair. Différence nette entre halopéridol, qui aurait vraiment un effet plutôt neurotoxique, et l'olanzapine. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait possibilité de coprescription, notamment de traitements anticholinergiques. On imagine que dans le bras olanzapine, il n'y en a pas tellement eu, dans le bras halopéridol, beaucoup plus. Et on sait que tous les traitements correcteurs sont extrêmement délétères au niveau cognitif. Donc on peut imaginer que c'est aussi délétère au niveau cérébral, quoi. Donc est-ce qu'il y a un petit biais là-dedans? C'est possible. En tout cas, cette étude, elle est quand même très très claire. Notre étude longitudinale dont je voulais vous parler, c'est une étude donc sur 5 ans, avec 96 patients et 113 contrôles, et des IRM analysés par VBM, donc Voxel-Based Morphometry, c'est-à-dire qu'on compare voxel à voxel les IRM. Ici, il y avait vraiment un excès de diminution de matière grise chez les patients par rapport au contrôle, là encore, dans les régions dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cortex frontal, temporal, le noyau caudé, le thalamus. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de se dire que les patients qui étaient traités par olanzapine ou clozapine avaient moins de diminution de matière grise préfrontale, avec un effet dose cumulatif. Dans les graphes que vous voyez ici, c'est l'excès de perte de matière grise, donc de diminution de matière grise, et ici, c'est la dose cumulée donc de clozapine ou d'olanzapine, et vous voyez très bien que l'excès a tendance à se neutraliser. Et ça, ce n'est pas du tout présent avec les antipsychotiques typiques. Donc ça suggère un effet neuroprotecteur de l'olanzapine ou de la clozapine. La clozapine, c'est un antipsychotique quand même un petit peu à part. Dans les études, alors je ne vous ai pas tout mis, parce qu'il y a pas mal de choses, mais les études sur la clozapine, ça se fait souvent en matière grise, en tout cas dans des petits échantillons pour l'instant. Et il y aurait un effet similaire pour beaucoup aux antipsychotiques atypiques, c'est-à-dire moins d'augmentation de volume et de perfusion du striatum et moins d'hypoperfusion au niveau du cortex préfrontal. En matière blanche, l'équipe donc, du professeur Dollfus a quand même démontré des vraies différences, notamment au niveau de l'intégrité des faisceaux fronto-subcortical et préfronto-subcortical, c'est-à-dire que que les patients sous clozapine avaient moins d'altération de la matière blanche à ce niveau-là. Du coup, neurotoxique ou neuroprotecteur. Si on résume là un petit peu les études poulées, il y a effectivement une majoration de la diminution de matière grise corticale avec les antipsychotiques, une augmentation de densité dans le striatum avec un effet dose. Il y a peu de résultats très significatifs sur la matière blanche, sauf pour la clozapine. Il y a un très probable effet inverse des antipsychotiques atypiques par rapport aux typiques. Je ne vous en ai pas parlé, mais il y a des études de switch aussi, où on met des patients, par exemple, sous halopéridol, et puis on switch vers un atypique, et on a une certaine normalisation des phénomènes cérébraux qui sont associés aux antipsychotiques typiques. Il est à noter quand même que dans les études, s'ils utilisent de petites doses antipsychotiques typiques, il n'y a plus vraiment de différence. En tout cas, c'est plus difficile à mettre en évidence. Il faut quand même faire attention parce que ces études en neuroimagerie sont des résultats macroscopiques, ça ne dit rien de ce qui se passe au niveau cellulaire, et parfois des diminutions de matière grise, ça peut être au contraire quelque chose d'assez positif, notamment par rapport à l'élagage qu'il y a pendant l'adolescence. Donc tous ces phénomènes de maturation cérébrale, c'est quand même un peu plus compliqué que simplement regarder les volumes dans le cerveau des patients. Mais en tout cas, les atypiques seraient au moins toxiques que les typiques, et peut-être un peu neuroprotecteur. Et en pratique clinique, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors pour le moment, donc, il y a un effet neurotoxique des antipsychotiques sur tous les typiques à forte dose, possible effet neuroprotecteur de certains antipsychotiques atypiques, et la large étude sur la clozapine reste encore à faire, mais j'y crois, et je pense qu'on va la faire dans quelques temps. C'est important de faire attention au message qu'on va véhiculer. Les antidépresseurs, quand on parle de levée d'inhibition, on sait que ça a conduit à moins de prescriptions. Pas mal de médecins ont peur de mettre des patients sous antidépresseurs quand ils sont dépressifs et suicidaires. Ça conduit à moins prescrire. Or, on sait que quand même globalement, les antidépresseurs protègent, c'est-à-dire traiter une dépression, ça protège du risque suicidaire. Donc il faut faire attention quand même au message qu'on va véhiculer. Les antipsychotiques, quand même, c'est ce qui nous permet de faire qu'on ait le plus de patients possible qui atteignent le rétablissement et qui vont mieux. Si on regarde les recommandations cliniques, la classe de traitement, on nous dit qu'il faut préférer les atypiques en première intention, les typiques uniquement à petite dose, qu'il faut toujours rechercher la dose minimale efficace et tout de suite prescrire de la clozapine si échec de 2 traitements bien conduits.
Les recommandations, elles sont assez claires, elles vont dans ce sens-là. Et c'est tout à fait cohérent avec les études d'imagerie que je viens de vous présenter. Et donc, ce n'est pas idiot de se dire que ce qui est mieux pour nos patients, en termes de rémission, de handicap, de chronicisation, etc., est sûrement mieux aussi pour leur cerveau. On retombe sur nos pattes et on trouve des choses qui sont totalement cohérentes avec la pratique clinique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Aïda pour cet exposé très clair, très pédagogique et très instructif.